Tu marches maintenant vers Londres, avançant lentement à travers l'obscurité qui s'installe. Dans un air lourd d'humidité, frais contre ta peau, le soleil s'est couché depuis un moment déjà, ne laissant qu'un souvenir pâle de lumière le long de l'horizon occidental. Une lueur faible qui disparaît même pendant que tu la regardes. Au-dessus de toi, le ciel s'approfondit vers la vraie nuit, parsemé d'étoiles qui apparaissent une à une, de petits points de lumière surgissant de l'obscurité comme des bougies lointaines que l'on allume. La route sous tes pieds est irrégulière, de la terre battue usée et lissée par d'innombrables voyageurs. Et tu ressens chaque légère élévation et chaque creux à travers les semelles de tes chaussures. Ce n'est pas une route romaine, pas un pavage de pierres ajustées avec soin, mais quelque chose de plus ancien, de plus simple, suivant des tracés empruntés bien avant que l'on songe à les améliorer. La route ondule doucement, épousant les contours naturels du terrain, et tu la suis sans te poser de questions, lui faisant confiance pour te mener là où tu dois aller. Devant toi, tu commences à distinguer des lumières, de petits points vacillants dans l'obscurité, dispersés de façon irrégulière, signalant l'emplacement de la ville. Ce ne sont pas des lumières nombreuses, ni l'éclat d'une ville moderne, seulement quelques flammes, des chandelles, des lampes à mèches et de petits feux. À peine suffisants pour repousser la nuit, mais elles suffisent à te dire que Londres est là, en attente, un rassemblement de présences humaines au milieu de l'obscurité environnante. L'air sent différemment maintenant, marqué par la fumée, par les feux de cuisson et les foyers, par l'odeur particulière d'une ville où beaucoup de gens vivent proches les uns des autres. Il y a aussi l'humidité, toujours présente, venue du fleuve, de la Tamise qui traverse le cœur de Londres, apportant le commerce, l'eau et la vie. Tu peux sentir le fleuve même d'ici, une odeur boueuse et organique, ni agréable ni désagréable, simplement une part du caractère de cet endroit. La route commence à se resserrer. Passant de la campagne ouverte à quelque chose de plus défini, de plus contenu, et tu ressens la présence de structures proches, des bâtiments que tu ne vois pas clairement mais que tu perçois dans l'obscurité. Les étoiles au-dessus deviennent partiellement masquées à mesure que tu avances en forme. Et tu comprends que tu entres dans les lisières de la ville, le commencement de Londres proprement dite. Le sol sous tes pieds change subtilement, devenant plus tassé, plus façonné par la main humaine, bien qu'il reste non pavé, toujours fait de terre et de gravier. Tu ralentis un peu, t'adaptant à ce nouvel environnement, laissant tes yeux s'habituer à l'obscurité plus dense entre les bâtiments. L'air est sensiblement plus froid ici, retenu entre les murs, incapable de circuler librement, et tu le sens se poser autour de toi comme une couverture fraîche. Tu passes près du premier bâtiment, assez proche pour le toucher, une structure en bois qui s'élève au bord de la route, avec des murs de colombage et de torchis, un toit de chaume. Le bâtiment est sombre, aucune lumière ne filtre par les fenêtres, et tu supposes que ses habitants dorment déjà. Livrés à la nuit, tu ne les déranges pas, tu notes simplement leur présence et tu continues de marcher. D'autres bâtiments apparaissent maintenant des deux côtés de la route, formant un couloir lâche qui te guide plus profondément dans la ville. Ces constructions sont simples pour la plupart, pratiques, bâties pour abriter et travailler plutôt que pour être vues, et elles penchent légèrement, leurs poutres ayant travaillé avec les années, leurs murs n'étant plus tout à fait droits. C'est la manière médiévale. Des bâtiments vivant d'une certaine façon, réagissant au temps et au climat, se déplaçant lentement tout en restant debout. La route courbe encore, et tu aperçois davantage de lumière devant toi. Un petit groupe indiquant peut-être un endroit plus animé, même si à cette heure-ci, les lieux animés restent calmes. Tu marches vers ces lumières, attiré comme tout voyageur le serait, cherchant les signes d'habitation et de sécurité que la lumière représente. En t'approchant, tu vois que ces lueurs viennent de quelques maisons où l'on est encore éveillé, des fenêtres éclairées d'une lumière chaude et orangée de chandelles ou de petites lampes. Peut-être termine-t-on un travail tardif, peut-être soigne-t-on un malade, ou peut-être refuse-t-on simplement de céder le jour au sommeil. Tu passes devant ces fenêtres éclairées,
saisissant de brèves visions d'intérieur, de poutres en bois et de murs enduits, de meubles simples et d'herbes suspendues. Les détails ordinaires de la vie médiévale, tu ne t'arrêtes pas et tu ne fixes rien. Tu passes simplement, témoin silencieux de ces scènes modestes. La route s'élargit légèrement, devenant ce que l'on pourrait appeler une rue, bien qu'elle reste non pavée, toujours de la terre battue avec une légère bosse au centre pour laisser l'eau s'écouler sur les côtés. Le long de cette rue, d'autres bâtiments se pressent, leur rez-de-chaussée souvent utilisés comme boutique ou atelier. Tous fermés maintenant, volets tirés, portes barrées. Au-dessus, tu distingues les étages d'habitation, marqués par de petites fenêtres, certaines closes, d'autres ouvertes à l'air nocturne. Malgré le froid, tu marches au centre de la rue, tes pas presque silencieux sur la terre tassée, et la ville t'accueille sans commentaire, sans reconnaissance. L'ombre, la nuit, n'accueille ni ne rejette, elle existe simplement, occupée à dormir et à attendre l'aube. La rue tourne encore, et tu remarques que toutes les rues ici tournent, qu'aucune ne va bien droit longtemps, suivant d'anciens tracés et de vieilles limites, formant un dédale que les étrangers trouvent déroutant mais que les habitants parcourent instinctivement. Tu n'es pas perdu pourtant. Tu ne cherches aucun endroit précis, tu es simplement là, avançant dans la ville endormie, observant sans but, présent sans intention. Tu passes devant une église, sa tour de pierre s'élevant plus haut que les maisons alentour, plus sombre et plus solide, une structure permanente parmi les demeures de bois. L'église est entièrement sombre, porte close, fidèle rentrée depuis longtemps, mais elle dégage une sensation de présence, de poids, d'importance pour la communauté qu'elle sert. Des églises comme celle-ci structurent les quartiers de Londres, divisant la ville en paroisses, chacune avec son identité, ses familles, ses métiers et ses histoires. Tu n'entres pas dans l'église, tu la reconnais simplement en passant, notant sa réalité solide au milieu des constructions plus éphémères. De là, la rue se resserre de nouveau, à peine assez large pour une charrette, et les bâtiments se penchent des deux côtés, leurs étages supérieurs avançant au-dessus de la rue. Réduisant l'espace à quelques pieds seulement, cela crée une sensation de tunnel, à la fois protectrice et légèrement oppressante, et tu avances lentement, conscient de la proximité des murs. Au-dessus de toi, la bande de ciel visible entre les étages en surplomb est parsemée d'étoiles, une étroite rivière de lumière coulant au-dessus du canyon sombre de la rue. L'air sent la fumée de bois et la terre humide, le vieux bois et la paille. Tous les matériaux organiques qui composent ces maisons, ce n'est pas une odeur désagréable, simplement distinctive, propre à ce lieu et à ce temps. Tu sors de ce passage étroit dans un espace un peu plus large, là où plusieurs rues se rejoignent, créant une petite ouverture. Dans une ville plus grandiose, on appellerait cela une place, mais ici ce n'est qu'un élargissement, un endroit où l'on se rassemble le jour, où les charrettes tournent, où la ville respire un peu. La nuit, l'endroit est vide et silencieux, la terre battue intacte, attendant que le matin lui rende la vie. Tu restes un instant dans cet espace ouvert, regardant autour de toi les silhouettes sombres des bâtiments, leurs fenêtres pour la plupart obscures, leurs habitants endormis. Une seule lumière brûle à une fenêtre haute, chaude et solitaire, petite résistance face à l'obscurité. Tu t'interroges brièvement sur cette lumière, sur qui veille encore et pourquoi. Puis la pensée se dissout, remplacée par la simple présence. Tu choisis une autre rue qui descend légèrement, suivant la pente du terrain vers le fleuve. Tu ne vois pas encore la Tamise, mais tu sens sa présence, la façon dont le sol s'abaisse, l'air devenant plus humide, plus chargé. La rue est bordée d'autres maisons à colombages, façades closes et sombres, étages supérieurs avançant au-dessus de la rue selon le motif médiéval familier. Ces bâtiments abritent des familles, des apprentis, des domestiques, tous ceux qui font fonctionner Londres, désormais enveloppés de sommeil et d'ombre. Tu marches parmi eux en silence, comme un fantôme traversant leur nuit. Observant sans troubler, la rue continue de descendre, la pente douce mais persistante, et tu la suis,
lui faisant confiance pour te conduire plus profondément vers le cœur du Londres médiéval. Les bâtiments autour de toi gardent le même caractère, charpente de bois, remplissage de torchis, toit de chaume ou de bardeaux, petites fenêtres à volets, portes imparfaites laissant passer les courants d'air. Ce ne sont pas des maisons pauvres, mais elles ne sont pas riches non plus. Elles sont simplement Londres, le tissu ordinaire de la ville, répété rue après rue, quartier après quartier. Tu passes à un angle où quelqu'un a laissé une petite lampe à huile suspendue, créant un faible cercle de lumière, et tu en es reconnaissant, pour ce geste discret de soin collectif, pour cette reconnaissance que l'on circule encore la nuit. Tu avances maintenant plus profondément dans Londres, en suivant des rues qui se rétrécissent à chaque détour, des rues qui semblent se refermer autour de toi, créant des passages qui ressemblent davantage à des couloirs qu'à des voies ouvertes. Les bâtiments ici penchent fortement vers l'intérieur, leurs étages supérieurs s'avançant au-dessus de la rue, soutenus par des poutres de bois qui dépassent des murs inférieurs, une inclinaison volontaire, pensée pour gagner de l'espace de vie en hauteur sans occuper davantage de sol, donnant à l'ensemble un caractère particulier, une sensation d'enveloppement, comme si la ville te tenait à l'intérieur de son étreinte de bois. Tu marches sous ces étages en surplomb, levant parfois les yeux vers les dessous sombres des avancées, poutres apparentes, torchis et enduits, une construction simple mais efficace, qui a abrité des générations entières. L'espace entre les bâtiments au niveau de la rue mesure peut-être 8 ou 10 pieds, mais plus haut, au deuxième ou troisième étage, l'écart se réduit à quelques pieds seulement, au point que tu pourrais presque imaginer tendre la main d'une fenêtre à l'autre, échanger des objets entre voisins, parler sans jamais descendre dans la rue. Les maisons sont construites principalement en bois, de solides charpentes de chêne formant l'ossature, les espaces entre les poutres comblés de torchis. Un mélange de branches tressées, de terre et de paille qui sèche et isole. Dans l'obscurité, tu distingues à peine les détails, mais tu perçois la texture de ces murs, leur surface irrégulière, presque vivante, la façon dont ils respirent avec l'humidité, se dilatant et se contractant lentement. Beaucoup de façades ont été recouvertes d'un enduit à la chaux, protégeant le torchis et lissant l'aspect, et par endroits cet enduit s'est fissuré ou détaché, laissant apparaître la structure en dessous, des zones plus sombres comme des marques laissées par le temps. Les toits au-dessus restent invisibles dans la nuit, mais tu sais qu'ils sont là, souvent couverts de chaume. Parfois de bardeaux de bois, plus rarement de tuiles pour ceux qui peuvent se le permettre. Le chaume garde la chaleur et isole bien, mais il est vulnérable au feu, et Londres a brûlé de nombreuses fois, des quartiers entiers réduits en cendres avant d'être reconstruits, le cycle de la destruction et du renouveau se répétant au fil des siècles. Mais ce soir, il n'y a pas de feu, seulement l'obscurité, le froid et la présence silencieuse de ces maisons de bois serrées les unes contre les autres, formant un tissu urbain dense qui semble à la fois fragile et durable. Tu passes devant un bâtiment plus ancien que les autres, ses poutres plus sombres, plus marquées par le temps. Sa structure légèrement irrégulière, et tu reconnais l'une des premières constructions du quartier, peut-être vieille d'un siècle ou davantage, ayant survécu pendant que d'autres étaient transformées ou reconstruites. Cette maison a vu grandir et changer son environnement, elle a abrité plusieurs générations, absorbé les sons, les odeurs et l'énergie de tant de vie. Tu tends la main et touches l'une de ces poutres en passant, sentant la surface rugueuse du vieux chêne, un bois qui fut autrefois un arbre vivant dans une forêt lointaine, devenu maintenant l'ossature d'une demeure urbaine. Le contact a quelque chose de significatif, un lien entre le monde naturel et l'espace construit par l'homme. Un rappel que même au cœur de la ville, tu es entouré de matières autrefois vivantes. La rue tourne brusquement vers la gauche, presque sur elle-même, et tu la suis, sachant que les rues médiévales vont rarement tout droit, qu'elles suivent d'anciennes limites et des formes naturelles, dessinant un dédale qui défie la logique simple. Tu ne cherches pourtant pas à t'orienter, tu avances simplement, laissant les rues te guider. En arrondissant le virage, tu entres dans un passage encore plus étroit, à peine assez large pour que deux personnes s'y croisent,
et ici les bâtiments se rapprochent tellement que tu pourrais toucher les deux murs à la fois en tendant les bras. L'obscurité y est plus profonde, presque totale, et tu ralentis, avançant avec précaution, une main glissant le long du mur pour te guider. Sous tes doigts, le mur est rugueux, enduit posé sur le torchis, et tu sens la texture changer au fil de tes pas, lisse par endroits, fissurée ailleurs, rencontrant parfois la retenue d'une poutre. Ce passage étroit donne l'impression d'un secret, d'un chemin caché connu surtout des habitants, et tu te sens privilégié de l'emprunter, même s'il n'est qu'un des nombreux passages semblables qui traversent les quartiers résidentiels serrés de Londres. Le passage débouche soudain sur une petite cour, un espace intérieur entièrement entouré de bâtiments. Accessible seulement par des passages comme celui que tu viens de parcourir, la cour est pavée de pierres irrégulières grossièrement assemblées, et en son centre se dresse un puits, une structure simple de pierre et de bois, son seau suspendu à une corde, attendant le matin. Autour, des portes mènent aux bâtiments voisins, et au-dessus, des fenêtres donnent sur cet espace partagé, certaines closes, d'autres ouvertes à l'air nocturne. Cette cour sert plusieurs foyers, un lieu commun où l'on se rencontre, où les enfants jouent le jour, où la vie quotidienne se déploie à l'abri des regards, mais maintenant, tout est vide et silencieux, le puits inutilisé, les pavés froids et sombres. Tu marches jusqu'au centre et t'arrêtes près du puits, levant les yeux vers les murs qui t'entourent, montant sur 3 ou 4 étages, leurs lignes de toit irrégulières découpées contre le ciel étoilé. La cour crée une ouverture dans la densité de la ville, un endroit où le ciel apparaît plus largement, où l'air circule un peu mieux, et l'endroit te semble paisible, protégé, comme un refuge loin des rues étroites. Tu remarques qu'un seau en bois a été laissé près du puits, ainsi qu'un petit tabouret, des objets simples pour le geste quotidien de puiser l'eau. Il parle de routine, d'actions répétées qui structurent la vie, de la façon dont on revient au même lieu. Jour après jour, année après année, tu quittes la cour par un autre passage, curieux de voir où il mène, et tu te retrouves dans une rue étroite, semblable aux précédentes mais légèrement différente, les bâtiments paraissant un peu plus récents, leurs poutres plus claires, leur enduit plus frais. Cette rue file droit sur une courte distance, chose rare dans ce labyrinthe de courbes, et tu la suis, appréciant la simplicité passagère d'une ligne droite. Le long de cette rue, les raies de chaussée montrent les traces des métiers, des ateliers intégrés aux habitations. Un bâtiment possède une large ouverture sur la rue, maintenant fermée par de lourds volets de bois. Mais le jour, ces volets se rabattent pour former un comptoir, laissant le travail de l'artisan visible depuis la rue. Tu passes devant l'atelier d'un menuisier, ses volets marqués du symbole sculpté du métier, puis celui d'un cordonnier, et peut-être plus loin un tailleur ou un tisserand. Le Londres médiéval est organisé par métier, les activités semblables se regroupant par quartier, et cette rue semble rassembler plusieurs savoir-faire côte à côte. Au-dessus des ateliers se trouvent les espaces de vie des artisans, de leurs familles, de leurs apprentis et domestiques, tous vivant au-dessus de leur lieu de travail, la frontière entre travail et vie presque inexistante. Tu imagines ces lieux le jour, le bruit des marteaux, des métiers à tisser, des ciseaux, les voix appelant les clients, l'activité continue, mais maintenant, dans la nuit profonde, tout est silencieux, les ateliers clos, les artisans endormis, les outils rangés jusqu'au matin, la rue se rétrécit encore, retrouvant sa largeur médiévale habituelle, et les étages supérieurs se rapprochent à nouveau au-dessus de toi. Tu remarques que l'obscurité ici a une qualité, presque une texture, et tu comprends ce que la nuit signifiait avant l'éclairage moderne, une obscurité pleine et entière, à respecter. Tu n'en as pas peur pourtant, tu avances calmement, faisant confiance à tes pas. Faisant confiance à la rue, tu passes devant d'autres maisons de bois, leurs façades répétitives dans leur structure mais uniques dans leurs détails, chacune légèrement différente dans la disposition des fenêtres, la courbe du toit, l'état de l'enduit. Certaines ont de petits jardins attenants, de fines bandes de terre où poussent légumes et herbes. Pour la cuisine et les remèdes, tu ne peux pas les voir dans la nuit, mais tu en perçois l'odeur,
la terre et le végétal, rappel discret que même en ville, le lien avec le sol demeure. La rue débouche sur une autre petite place, au centre de laquelle se dresse une croix de marché, un monument de pierre marquant ce lieu de commerce pendant le jour. La croix est sombre et silencieuse, ses sculptures invisibles, mais tu ressens sa présence, solide et permanente parmi les maisons de bois. Autour, les bâtiments sont un peu plus grands, un peu plus solides, peut-être les demeures de marchands ou d'artisans prospères, mais eux aussi suivent le même modèle, charpente de bois, enduit, toit de chaume, petites fenêtres, le style médiéval dominant de Londres. Tu traverses la place, passes près de la croix, et choisis une autre rue qui en part. Poursuivant ta marche dans la ville endormie, cette rue descend doucement à nouveau, te rappelant que tu te diriges toujours vers le fleuve, que tu suis encore la pente naturelle vers la Tamise. Tu marches plus lentement maintenant, en prêtant attention non seulement à ce que tu distingues dans l'obscurité, mais aussi à ce que tu entends, aux sons qui remplissent la nuit autour de toi. Le Londres médiéval n'est pas silencieux, même à cette heure tardive, même au cœur de la nuit quand la plupart dorment, la ville a sa propre voix, un rassemblement de petits sons qui, ensemble, composent une sorte de musique, discrète et subtile, facile à manquer si tu n'écoutes pas vraiment tes pas. Sont le son le plus proche, le frottement doux de tes chaussures sur la terre tassée, un rythme léger qui marque ta progression dans les rues, chaque pas à peine audible, et pourtant, dans le calme, ce bruit minuscule porte, se répercute faiblement sur les parois de bois qui bordent les passages étroits. Tu remarques que ce son change légèrement selon la surface, un peu plus net là où le sol est plus sec, plus doux là où l'humidité a assombri la terre, de petites variations de ton et d'intensité qui apparaissent sans insister. Tu t'arrêtes un instant, immobile, et tes pas cessent, laissant seulement les autres bruits de la nuit. Au début, tu n'entends presque rien, puis, à mesure que tu restes là et que tu écoutes, d'autres sons se dessinent, lointains mais présents, comme s'ils attendaient simplement que tu leur laisses de la place, un peu plus loin. Tu perçois de l'eau, un filet sonore à peine audible, peut-être une fontaine, peut-être un écoulement, l'eau qui traverse la ville même la nuit, suivant des rigoles et des canaux qui l'emportent vers le fleuve, un bruit constant et apaisant, une présence de mouvement continu, un système qui fonctionne sans se soucier de l'heure. Tu reprends ta marche, attiré doucement par ce son, et en avançant tu remarques d'autres bruits qui apparaissent puis s'effacent. Un chien aboie au loin, un seul aboiement sec qui tranche un instant puis disparaît, laissant le silence reprendre sa place, comme si l'animal, attaché dans une cour, avait simplement répondu à quelque chose que toi tu ne perçois pas. Puis s'était calmé, satisfait d'avoir fait ce qu'il devait. Tu entends le bois craquer, un son long et lent, un bâtiment qui se tasse peut-être, des poutres qui s'ajustent à l'air plus frais après la chaleur du jour, ou un volet qui bouge légèrement dans une brise que tu ne sens pas, car les maisons médiévales ne sont jamais totalement immobiles, elles répondent à la température, à l'humidité, au poids, et ces petits mouvements deviennent des sons, des soupirs, des protestations douces qui font partie de la texture de la nuit. En tournant un angle, tu perçois des voix, faibles et indistinctes, venant de quelque part devant. Tu ne distingues pas les mots, seulement le murmure humain. Bas et calme, et tu avances lentement, curieux sans être intrusif. Les voix deviennent un peu plus nettes, et tu comprends qu'elles viennent d'une fenêtre haute, derrière des volets fermés où une lueur faible persiste. Deux personnes parlent, leur conversation intime. Tu n'en saisis que des fragments, des sons sans contexte, des mots sans sens, peut-être un couple éveillé avant de dormir, peut-être des amis, peut-être des proches qui partagent un instant tardif. Tu n'essaies pas de comprendre. Tu reconnais simplement leur présence, ces deux éveillés dans la ville endormie, et tu passes sous la fenêtre sans t'arrêter, les laissant à leur échange. Les voix s'éloignent derrière toi. Absorbé par la distance et par les murs, et tu reviens au son plus discret de la nuit. Tu entends ta respiration, régulière et calme, et tu sens comment elle se mélange aux autres bruits, comme si elle prenait place dans la musique nocturne de la ville, chaque souffle étant un échange simple avec l'air,
avec l'atmosphère humide de Londres, et ce lien te paraît immédiat, sans effort. Au loin, tu entends une cloche, un seul son grave qui traverse la ville endormie puis s'éteint lentement. Une cloche d'église qui marque une heure de la nuit, ou simplement le passage du temps, un son à la fois beau et un peu mélancolique, rappelle que le temps continue, même dans l'obscurité et le sommeil. La vibration dure un moment, portée par l'air froid, puis elle se dissout, et il ne reste que le calme. Tu continues à marcher, et le bruit de l'eau devient plus clair, plus proche, jusqu'à ce que tu comprennes que tu approches de sa source. Tu tournes encore, et tu te retrouves près d'une petite fontaine, une simple vasque de pierre alimentée par un tuyau, l'eau tombant sans interruption, remplissant la cuvette puis s'écoulant vers un drain qui emporte le surplus, un bruit constant, léger. Comme une petite zone de mouvement au milieu de l'immobilité, tu restes un instant près de la fontaine, tu écoutes, tu tends la main et tu touches l'eau, sentant son froid sur tes doigts. Et tu recueilles un peu d'eau dans tes paumes pour en boire, le goût minéral, légèrement terreux, comme si le trajet à travers la terre et la pierre s'était imprimé dans chaque gorgée. Ce geste te rafraîchit, non parce que tu manquais d'eau, mais parce qu'il te relie plus profondément à ce lieu, te faisant passer de simples témoins à présence réelle. Tu essuies tes mains sur tes vêtements et tu reprends ta marche, laissant la fontaine derrière toi, mais gardant son murmure en toi, comme un souvenir sonore. En allant plus loin dans les quartiers résidentiels, tu entends aussi des bruits venant de l'intérieur des maisons, de petits sons qui traversent les murs et les volets. Un bébé pleure, une plainte fine qui monte puis retombe, et bientôt le silence revient, comme si quelqu'un l'avait pris, apaisé, ramené doucement vers le sommeil. Tu entends quelqu'un tousser, un son plus rude, qui parle de fatigue, de froid, ou de cette humidité constante, et tu espères, simplement, que cette personne a de la chaleur, et quelqu'un près d'elle. Ces bruits rappellent la fragilité, les besoins, la difficulté parfois, mais ils rappellent aussi l'habitude de tenir, de continuer. La façon dont une ville se soutient elle-même à travers ses vies serrées. Plus loin, tu entends une porte s'ouvrir, et tu ralentis, sans vouloir surprendre qui que ce soit, une silhouette apparaît dans l'encadrement. Découpée sur une faible lumière intérieure, elle reste là un moment, regardant l'obscurité. Tu ne vois pas ses traits, seulement la présence d'une personne éveillée, peut-être alertée par un bruit, peut-être simplement incapable de dormir. La silhouette reste immobile longtemps, puis elle rentre, referme la porte doucement, et tu te retrouves à nouveau seul dans la rue. Tu continues, et les sons autour de toi se déplacent comme un motif, présence, absence, puis présence encore. Le vent se lève un peu, se glisse dans les rues étroites, et tu l'entends siffler doucement dans les fentes des volets, autour des cadres de portes, entre les maisons. Il apporte l'odeur du fleuve. Cette senteur de vase et de terre humide, et tu sais que tu te rapproches de la Tamise, descendant peu à peu vers l'eau. Le vent apporte aussi d'autres odeurs, la fumée des feux qui s'éteignent, la décomposition des déchets, les odeurs d'une ville où tout n'est pas propre, où le quotidien laisse des traces, sans que cela prenne toute la place. Tu entends des rats, de petits grattements dans l'ombre, le froissement rapide de pattes minuscules, des présences qui cherchent de quoi manger dans ceux qui s'accumulent dans les angles et les ruelles, et tu les laisses simplement être là, comme une part de la nuit. Sans t'y attarder, tu entends le bois gémir à nouveau, cette fois juste à côté de toi. Un long craquement lent, et tu poses ta main sur le mur, sentant à travers ta paume le mouvement minuscule de la structure, car ces bâtiments ne sont jamais entièrement stables, ils s'ajustent, et cela fait partie de leur manière d'exister. En marchant, tu remarques aussi le bruit de tes vêtements, le froissement discret du tissu, le léger glissement de la matière quand tu bouges, un son si faible que tu l'oublies d'habitude, mais qui, dans cette nuit calme, devient audible, ajoutant une couche de plus à la texture sonore. Au loin, un autre chien aboie, plus loin que le premier, puis un aboiement répond depuis une autre direction, comme si les chiens de Londres se répondaient à travers la ville endormie. Et ces sons s'éteignent vite, absorbés par les maisons serrées, jusqu'à ce que le silence reprenne,
Tu passes près d'une église, et en longeant son mur tu entends le grincement d'une porte, puis des pas, et bientôt une silhouette sort, se déplaçant vite, avec intention, peut-être un prêtre ou un moine appelé par une tâche de nuit, ou quelqu'un qui a cherché là un abri, une prière, un instant de retrait. Tu avances maintenant vers une autre partie de la ville, en suivant des rues qui s'élargissent peu à peu, qui respirent davantage, moins enfermées par la proximité pressante des maisons de bois, les bâtiments restent proches, toujours légèrement penchés selon la manière médiévale, mais il y a plus d'espace entre eux, plus d'air, plus de place pour le mouvement. Tu approches de l'un des quartiers de marché de Londres, un lieu qui, le jour, serait dense, bruyant, plein de vie, mais qui à cette heure profonde de la nuit repose, vide et silencieux. La rue débouche sur une place, plus vaste que les petits carrefours que tu as traversés jusque-là, un espace volontairement créé pour accueillir la foule et les échanges. C'est une place de marché, et même dans l'obscurité tu en ressens la fonction, la manière dont l'espace est organisé autour de l'idée de rassemblement, d'achat et de vente. Le sol ici est différent de la terre battue des rues résidentielles, pavée de galets irréguliers qui offrent une surface plus durable, plus stable. Ces pierres sont inégales sous tes pieds, mais elles résistent mieux au passage répété des chariots, des animaux et des hommes qui occupent cet endroit les jours de marché. Tu traverses les pavés lentement, sentant leurs aspérités, entendant le changement subtil du son de tes pas, plus clair sur la pierre que sur la terre, autour des bords de la place. Les bâtiments ouvrent leur rez-de-chaussée sur l'espace, conçus comme des boutiques et des étals où les marchands exposent leurs biens. Toutes ces ouvertures sont fermées maintenant, protégées par de lourds volets de bois qui scellent les boutiques pour la nuit, gardant leur contenu à l'abri jusqu'au matin. Tu longes le pourtour de la place sans hâte, observant ces façades closes, laissant ton esprit imaginer ce qu'elles renferment. L'une pourrait appartenir à un marchand de tissus, avec des rouleaux de laine et de lin empilés à l'intérieur, prêts à être mesurés et découpés. Une autre pourrait vendre du pain, des étagères qui se rempliront à l'aube de miches encore tièdes sorties des fours voisins. Une autre encore proposerait légumes et fruits, produits de saison venus des campagnes autour de la ville, disposés dans des paniers et des caisses. Mais maintenant, dans la nuit, ces boutiques ne sont que des surfaces de bois closes, anonymes, silencieuses, ne révélant rien de ce qu'elles sont. Tu remarques que certains volets portent des symboles peints, des signes permettant d'identifier le métier ou le marchand même lorsque la boutique est fermée. Ces images sont simples, conçues pour être comprises sans lire: un pain pour le boulanger, une chaussure pour le cordonnier, un couteau pour le coutelier. De jour, ces symboles attiraient le regard, mais dans l'obscurité ils ne sont plus que des formes à peine discernables sur le bois sombre. Au centre de la place se dresse une croix de pierre, semblable à celle que tu as déjà vue mais plus grande, plus travaillée, marquant l'importance de ce lieu. Elle s'élève dans l'air, sa surface sculptée de motifs que tu ne distingues pas, mais dont tu sais qu'ils sont là, signe de foi et d'autorité. Cette croix consacre l'espace, sert de point de rencontre, de lieu d'annonce, donnant au marché sa légitimité et son ordre. Tu t'approches et poses ta main sur la pierre froide, sentant sous tes doigts les reliefs gravés, établissant un contact simple avec ce symbole collectif. Au pied de la croix, quelqu'un a laissé quelques offrandes, des fleurs fanées, peut-être déposées pour demander une bénédiction ou pour remercier d'une journée fructueuse. Elles sont à peine visibles, mais leur odeur persiste, douce et légèrement amère, celle des fleurs coupées qui se transforment lentement. Tu t'éloignes de la croix et continues à parcourir la place, remarquant d'autres éléments liés à la vie commerciale de cet endroit. Des poteaux de bois sont plantés à intervalles réguliers, destinés à soutenir des étals temporaires lors des jours de marché. Des auges de pierre sont là, remplies d'eau, prévues pour les chevaux et les bœufs qui tirent les chariots chargés de marchandises. Un pilori se tient un peu à l'écart, structure de bois vide à cette heure, prêt à recevoir ceux qui tricheraient ou vendraient de mauvaises denrées. Tout cela parle d'une organisation précise, de règles partagées, du désir collectif de maintenir l'équité dans les échanges. L'air de la place conserve encore les odeurs de la journée,
Longtemps après le départ des marchands, tu sens le pain, discret mais reconnaissable, cette douceur fermentée propre au lieu où le grain devient nourriture, tu perçois l'odeur du poisson, plus marquée, venue de la mer et portée jusqu'ici par la Tamise. Tu reconnais aussi les odeurs animales, celles de la laine, du cuir, de la volaille, présence constante du commerce médiéval, tu sens les légumes, l'odeur verte et humide des plantes, des choux, des oignons, des herbes, ces senteurs forment une mémoire du jour. Une trace invisible de ce qui s'est échangé ici, tu atteins le côté de la place où les rues descendent vers le fleuve, et tu remarques que les boutiques y changent légèrement de caractère. Ici se trouvent des marchands plus spécialisés, des commerces de biens précieux ou rares. Tu distingues une devanture qui pourrait appartenir à un marchand d'épices, proposant poivre, cannelle, gingembre, des luxes venus de loin. À côté, une boutique renforcée de bandes de fer évoque un orfèvre protégeant métaux et pierres de valeur. Plus loin, un commerce de tissus importés, laine fine ou soierie étrangère, signe visible de richesse. Ces boutiques témoignent d'un commerce plus élevé. De marchandises qui enrichissent la ville et ceux qui les vendent, leur construction est plus soignée, plus solide, révélant l'importance de ce qu'elles abritent. Tu te détournes et reviens vers le centre de la place, imaginant ce qu'elle deviendra dans quelques heures. Les marchands arriveront avant l'aube, installeront leurs étals, prépareront la journée, la place se remplira de voix, de salutations, de négociations, de chariots grinçant sur les pavés. Les animaux ajouteront leur son. Et le calme de la nuit se transformera en agitation vivante. Mais ce moment est encore loin, et pour l'instant le marché repose, vide et paisible. Tu remarques un puits public dans un angle de la place. Structure de pierre couverte de bois, avec un bassin pour laver les mains ou les légumes. Tu t'en approches, soulèves le couvercle, regardes dans l'obscurité du puits sans rien voir, sentant seulement l'air frais qui remonte. Tu entends l'eau très bas, un écho discret qui te parle de profondeur et de continuité. Tu refermes soigneusement le couvercle et t'éloignes. Près du bord de la place, tu observes des restes de la journée, quelques déchets oubliés malgré le nettoyage, des feuilles de légumes, des grains répandus, des plumes légères qui bougent à peine dans l'air. Tout cela sera enlevé au matin, mais pour l'instant ces traces racontent ce qui s'est passé ici. Puis tu perçois de petits mouvements rapides dans ton champ de vision, et tu comprends que des animaux sortent maintenant que la place est calme et déserte. Des rats surgissent des fissures et des coins, traversant les pavés avec assurance, à la recherche des restes de nourriture qui s'accumulent toujours là où les humains commercent et mangent. Un chat longe le bord de la place, en chasse, le corps bas et concentré, les yeux reflétant faiblement la lumière des étoiles. Ces animaux forment la garde de nuit, les créatures qui nettoient après l'activité humaine, qui occupent la place des charognards et des prédateurs dans l'écosystème urbain. Tu les observes un instant. Appréciant leur efficacité, leur adaptation à la vie de la ville, puis tu reprends ta marche. Tu passes près d'un endroit de la place où des bancs de bois ont été installés, des sièges simples où les personnes âgées se reposent pendant les heures animées du marché, où un acheteur peut s'asseoir pour examiner un achat ou compter ses pièces. Ces bancs sont vides maintenant, leur bois froid est légèrement humide à cause de l'air nocturne, attendant que le matin leur redonne une utilité. Tu t'assieds un moment sur l'un de ces bancs, te reposant, regardant autour de toi la place du marché déserte, les bâtiments sombres qui l'entourent, la croix de pierre qui s'élève en son centre. Cet espace, destiné au commerce et à la communauté, aux échanges pratiques du quotidien, prend une autre dimension en l'absence de foule. Il devient paisible, presque méditatif, un lieu suspendu entre deux usages, en attente sans inquiétude, au repos sans être abandonné. Tu comprends que ce repos est nécessaire, que même les lieux les plus actifs ont besoin d'heures calmes, de temps pour simplement exister sans exigence ni objectif. La place du marché fait exactement ce qu'elle doit faire en cet instant, attendre, contenir l'espace, être prête à accueillir ce que le lendemain apportera. Tu te lèves du banc et traverses lentement la place une dernière fois, absorbant son vide. Sa patience,
sa disponibilité silencieuse. Puis tu choisis l'une des rues qui s'en éloigne et poursuis ta marche nocturne dans le Londres médiéval, laissant derrière toi le marché livré à son repos. Tu laisses la place du marché derrière toi, suivant une rue qui s'éloigne de l'espace ouvert pour revenir vers des passages plus étroits bordés de bâtiments en bois. L'air est différent ici, légèrement plus chaud, et tu remarques devant toi une lueur chaude qui s'échappe d'une fenêtre. La première lumière vraiment marquée que tu vois depuis un moment, en t'approchant, tu comprends que tu passes devant une taverne, l'un des rares lieux du Londres médiéval qui reste ouvert tard. Dans la nuit, accueillant ceux qui cherchent encore de la nourriture, à boire ou simplement une présence humaine après la tombée du jour, la taverne occupe un bâtiment semblable aux autres. À colombage et enduit de plâtre, mais son rez-de-chaussée est plus ouvert que celui des maisons ordinaires, formant un espace plus vaste destiné au rassemblement. À travers les petites fenêtres, tu vois la lueur du feu et des chandelles, chaude et rassurante face à l'obscurité environnante. Tu entends des sons venant de l'intérieur, étouffés par les murs mais bien présents, un murmure de voix, parfois un rire, le léger choc de gobelets en terre posés sur des tables de bois, c'est son son. Simple et apaisant, preuve de personnes qui ont choisi d'être ensemble plutôt que seules, prolongeant les liens du jour dans les heures nocturnes. Tu n'entres pas dans la taverne. Mais tu t'arrêtes un instant devant elle, appréciant sa présence, cette petite île de chaleur, de lumière et de liens humains au cœur de la ville sombre. La porte de la taverne est en bois massif, renforcée de bandes de fer, et elle est entr'ouverte, laissant s'échapper un peu de chaleur dans l'air froid de la nuit. Tu en perçois l'odeur, un mélange complexe qui raconte sa fonction et son activité, l'odeur de la bière, ce parfum levuré et légèrement acide du grain fermenté, boisson quotidienne. De l'Angleterre médiévale, l'odeur de la fumée du foyer qui réchauffe l'intérieur, l'odeur de la nourriture en train de cuire ou maintenue au chaud, peut-être un ragoût épais de légumes et de céréales. Et enfin l'odeur humaine, celle de corps réunis dans un espace clos, de souffle et de sueur, trace sincère d'une présence vivante. Ces odeurs ne sont pas désagréables, elles sont simplement vraies, directes, témoins de l'activité humaine. Une silhouette sort de la taverne et s'arrête un instant dans la rue, prenant le temps de s'habituer à l'obscurité après la lumière intérieure, enveloppée dans un manteau contre le froid, puis elle s'éloigne dans la direction opposée à la tienne, marchant avec la prudence mesurée de quelqu'un qui a bu juste assez pour le sentir. Tu la regardes disparaître, ses pas se perdant dans la nuit, puis tu reprends ta marche, dépassant la taverne et avançant plus profondément dans ce quartier. Au-delà, la rue débouche sur une petite cour, l'un de ces espaces semi-privés disséminés dans le Londres médiéval, partagé par quelques foyers. Cette cour est entourée de bâtiments sur trois côtés, la rue servant d'unique accès, et elle dégage une impression d'abri, de protection, comme un lieu à part. Le sol est pavé de pierres plates, lissées par des années de passage, et dans un coin se dresse un petit arbre, peut-être un pommier ou un poirier, nu en cette saison mais offrant ombré. Fruit au beau jour, un banc de bois a été placé sous l'arbre, simple siège où les habitants peuvent s'asseoir quand le temps est clément, pour parler ou simplement profiter de l'air libre. Tu t'approches du banc et t'y assieds, te reposant à nouveau, laissant le calme de cet endroit s'installer autour de toi. Les bâtiments qui entourent la cour sont plongés dans l'obscurité, fenêtres closes, habitants endormis, mais tu sens les vies contenues derrière ces murs, les familles et les individus qui font de cette cour leur foyer. Le jour, cet espace serait animé, des enfants joueraient, des adultes y accompliraient des tâches nécessitant plus de place, les voisins se rencontreraient, la vie sociale se déroulerait simplement, mais la nuit, il est vide, paisible, en attente du matin, à la faible lumière des étoiles, tu remarques de petits détails, un baril d'eau près d'une porte pour recueillir la pluie. Des herbes en pot d'argile, romarin ou sauge, un jouet d'enfant près du banc, un petit cheval de bois couché sur le côté. Ces détails rendent le lieu profondément humain, rappelant que derrière chaque porte vivent des personnes, avec leurs habitudes et leurs petits objets. Tu te lèves et fais lentement le tour de la cour, touchant les murs,
sentant le grain du plâtre et du bois, découvrant une petite niche creusée dans un mur, contenant une bougie et une image religieuse, un autel domestique. Pour la prière, la bougie n'est pas allumée, mais la cire fondue à sa base montre qu'elle est souvent utilisée, et l'image, à peine visible, semble représenter un saint. Tu quittes la cour par un autre passage et te retrouves dans une rue encore plus silencieuse. Exclusivement résidentielle, où l'on sent des générations de vies installées, tu passes des portes soigneusement entretenues, des fenêtres aux rideaux visibles derrière les volets, puis la rue tourne et t'amène vers un petit élargissement, presque un simple angle. Un banc de pierre s'y trouve, accompagné d'un bloc servant à monter à cheval ou dans une charrette, signe discret d'une attention portée aux besoins du voisinage. Tu t'assieds un instant, et tu entends alors des bruits doux. Venant de la maison la plus proche, une chaise déplacée avec précaution, le tintement discret d'un pot, un murmure, quelqu'un qui se déplace sans vouloir réveiller les autres, ces sons te rappellent que tu n'es pas seul dans la nuit. Que d'autres veillent aussi, chacun dans sa propre expérience du silence, tu te relèves et poursuis ta marche, croisant encore des maisons, des portes closes, des fenêtres voilées, une ruelle si étroite qu'elle semble presque symbolique, un simple interstice entre deux bâtiments, tu ne l'explores pas, mais tu la reconnais comme faisant partie de ce réseau caché de passages connus des seuls habitants. La rue s'ouvre légèrement sur une petite place de quartier, avec un puits au centre et des parterres de fleurs endormies autour, témoignage d'un soin offert au bien-être collectif. Tu contournes les plates-bandes avec respect, remarquant le couvercle ouvragé du puits. Puis tu continues, passant devant des maisons ornées d'herbes à sécher, d'outils appuyés contre un mur, d'une charrette prête pour le lendemain. Ces détails s'accumulent, dessinant le fonctionnement quotidien de la vie médiévale. La rue t'amène devant une autre taverne, plus modeste, presque silencieuse, que tu dépasses sans t'arrêter, puis devant une petite chapelle, sombre et fermée, dégageant pourtant un sentiment de recueillement. Tu t'arrêtes un instant devant sa porte, puis tu poursuis ton chemin. La rue continue, toujours, t'entraînant plus profondément dans les quartiers résidentiels de Londres, entre maisons, cours et petites places, semblables et pourtant uniques. Tu remarques les différences d'entretien, les signes de richesse ou de pauvreté, les murs fissurés, les toits affaissés, les bâtiments en réparation, protégés par des échafaudages. Même la nuit, la ville montre ce travail constant de maintien et de survie. La rue tourne encore, et tu la suis, te laissant glisser dans le rythme lent de la marche nocturne. Ton esprit est calme maintenant, ton corps avance presque seul, souffle régulier, pas assuré, et tu fais partie de la nuit, de l'ombre. De Londres, te déplaçant à travers elle avec la douceur d'une présence silencieuse. Tu continues à marcher, et peu à peu tu prends conscience que les rues te mènent maintenant de façon plus constante vers le bas, suivant la pente du terrain en direction de la Tamise. L'air devient nettement plus humide, plus lourd de moisture, et l'odeur du fleuve se fait plus forte, cette senteur boueuse et organique si caractéristique, qui définit Londres depuis que les premiers habitants se sont installés au bord de cette eau. Les bâtiments changent peu à peu de nature à mesure que tu descends. Les habitations se mêlent désormais à des entrepôts, des constructions pensées pour le stockage et le commerce plutôt que pour la vie quotidienne. Ces entrepôts sont plus grands que les maisons. Leurs murs plus épais, leurs portes plus larges, conçues pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises arrivant du fleuve. Tu passes devant l'un d'eux, entièrement fermé, ces immenses portes de bois renforcées de barres de fer et de lourds verrous, protégeant une cargaison précieuse qui repose à l'intérieur. La rue s'aplanit soudain, et tu y es. Au bord de l'eau. Là où la terre rencontre le fleuve, là où la ville s'interrompt et où commence la Tamise. Le changement est frappant, tu passes de l'enfermement des rues étroites à cet espace ouvert au bord de l'eau. Le fleuve s'étend devant toi, large et sombre, sa surface reflétant faiblement la lumière des étoiles. Coulant sans interruption d'ouest en est, transportant l'eau de l'intérieur de l'Angleterre vers la mer, la Tamise est la raison d'être de Londres. La voie par laquelle sont arrivés le commerce, les hommes et les idées,
le lien qui rattache la ville au monde au-delà des rivages britanniques. Tout à Londres est lié au fleuve d'une manière ou d'une autre, en dépend, en profite, et en te tenant ici, face à cette masse d'eau sombre et mouvante, tu ressens la force de cette relation. La berge est aménagée de structures en bois, quais et jetées qui s'avancent au-dessus de l'eau, formant des plateformes où les bateaux peuvent accoster pour transférer leur cargaison vers la terre. Ces structures sont plongées dans l'obscurité maintenant, vides de travailleurs et de marchandises, simples squelettes de bois dressés au-dessus de l'eau, leurs pilotis enfoncés profondément dans le lit du fleuve pour résister aux courants et aux marées. Tu longes la berge avec précaution, le sol étant plus irrégulier qu'en haut dans les rues. Puis tu t'avances sur l'une des jetées, posant le pied sur ces planches de bois. Le bois est humide, légèrement glissant, imprégné de brouillaré. D'éclaboussures, et il grince sous ton poids, le son portant loin au-dessus de l'eau. Tu marches jusqu'à l'extrémité de la jetée et tu t'y arrêtes, entouré d'eau sur 3 côtés. Ressentant cette ouverture après l'enfermement des rues, le fleuve coule devant toi, régulier et implacable, son courant visible dans les mouvements de la surface, dans la manière dont les débris et l'écume dérivent vers l'aval. L'eau est presque noire, mais elle n'a rien de menaçant. Elle est simplement là, accomplissant son rôle, obéissant à la gravité et au cycle éternel de l'évaporation et de la pluie. Tu entends la Tamise, le clapotis doux des vagues contre les pilotis, le gargouillis discret de l'eau qui se ferait un passage entre les obstacles. Ce son est apaisant, constant, rappel discret que les processus naturels continuent, indépendamment de l'activité humaine. En regardant vers l'aval, tu distingues les silhouettes sombres de bateaux amarrés à d'autres jetées, bateaux de pêche, navires de commerce, petites embarcations servant à transporter personnes et marchandises. Ils sont vides maintenant, se balançant doucement dans le courant, retenus par des cordages, attendant le matin pour reprendre leur service. Certains possèdent de petites cabines où les marins peuvent dormir ou protéger la cargaison, et tu te demandes si quelqu'un dort à bord ce soir. Des bateliers ou des marchands veillant près de leur navire. En amont, tu aperçois la masse sombre du pont de Londres, l'unique pont traversant la Tamise à cette époque, immense construction de pierre et de bois supportant à la fois des bâtiments et une voie de passage. Il est trop éloigné pour que tu en distingues les détails, mais tu en reconnais la forme, les arches enjambant l'eau, la silhouette marquée par les maisons construites dessus. Le pont de Londres est l'une des merveilles de l'Angleterre médiévale, une prouesse d'ingénierie qui a demandé des décennies de travail, servant à la fois de passage et de lieu de commerce. Mais d'ici, dans l'obscurité, ce n'est qu'une présence, un repère silencieux. Tu ramènes ton attention vers ce qui t'entoure, vers cette jetée et l'eau qui s'écoule à côté. Tu remarques des cordages enroulés sur le bois, épais et humides, imprégnés d'odeurs de fleuve et de goudron. Tu vois des tonneaux empilés près de la berge. Récipients en attente d'être chargés sur des bateaux ou venant tout juste d'en être déchargés. L'odeur de poisson est forte ici, plus qu'ailleurs dans la ville, senteur inévitable d'un port actif où la pêche est débarquée avant d'être distribuée. Le vent se lève légèrement, soufflant depuis l'aval, depuis la direction de la mer, apportant avec lui une note salée, discrète mais bien présente, rappelle que la Tamise est soumise aux marées, que l'eau de mer s'y mêle à l'eau douce. Le vent est froid, plus froid que dans les rues, et il traverse tes vêtements, te donnant un frisson. Tu recules de l'extrémité de la jetée, quittant l'endroit le plus exposé, et tu poursuis ta marche le long de la berge. Explorant cet espace de transition entre la ville et l'eau, tu passes d'autres jetées, certaines solides et bien entretenues, d'autres vieillissantes, leur bois pourrissant, leurs structures affaissées. Le fleuve est rude pour tout ce qui est bâti à son contact, l'humidité constante et la force du courant usant lentement les constructions humaines. Tu passes devant un bateau tiré hors de l'eau, posé sur la berge. Même dans l'obscurité, tu distingues qu'il est en réparation, sa coque ouverte là où des planches endommagées sont remplacées. L'odeur de goudron est intense ici, ce matériau indispensable pour étanchéifier les coques. Un peu plus loin, tu aperçois un petit bâtiment de pierre. Solide, bien différent des constructions en bois qui dominent la ville.
Il s'agit sans doute d'un entrepôt officiel ou d'une maison des douanes, destinée à des marchandises de grande valeur. Le bâtiment est fermé et sombre, son activité suspendue jusqu'au matin, mais il dégage une impression d'autorité et de permanence, en continuant le long de la berge. Les aménagements laissent peu à peu place à une rive plus naturelle, des zones de boue et de gravier non construites. Ici, la berge descend abruptement vers l'eau, et tu distingues la vase mise à nu par la marée. Basse, sombre et lisse, marquée par les traces d'oiseaux venus se nourrir plus tôt, la Tamise est soumise aux marées à Londres. Son niveau montant et descendant 2 fois par jour, créant cette zone de boue exposée qui dégage une forte odeur de fleuve et de décomposition. Tu ne descends pas jusque-là, mais tu observes cette vase, comprenant qu'elle fait partie intégrante du caractère du fleuve. Tu entends des bruits venant de l'eau, des éclaboussures, des mouvements peut-être causés par des poissons ou des débris portés par le courant. Un remous plus important attire ton attention, et tu crois apercevoir la silhouette souple d'une loutre traversant le courant. Sans en être certain dans l'obscurité, le fleuve abrite une vie abondante, poissons, oiseaux, mammifères, tous adaptés à cet environnement. Tu poursuis ta marche et arrives à un escalier de pierre descendant vers l'eau, utilisé pour embarquer à différents niveaux de marée. Les marches sont polies par des siècles de passage, et les plus basses disparaissent sous l'eau noire. Tu descends de quelques marches seulement, t'assieds sur l'une d'elles. La pierre est froide et humide, mais tu restes là, écoutant la Tamise. L'eau est proche maintenant, à portée de main, et tu entends distinctement ses petits mouvements, la manière dont elle frappe la pierre et emporte ce qui passe. Tu restes assis en silence, respirant lentement, tandis que le fleuve s'écoule, indifférent à ta présence. La Tamise coule ici depuis des millénaires. Bien avant Londres, et elle coulera encore longtemps après que la ville aura disparu. Cette pensée est à la fois humble et réconfortante. Tu te lèves, remontes les marches et retrouves le niveau de la berge. Tu regardes vers l'autre rive, à peine visible, sachant que d'autres communautés y vivent aussi, liées elles aussi au fleuve. Puis tu te retournes vers la ville qui s'élève au-dessus de l'eau, masse sombre de bâtiments grimpant la pente, et tu ressens l'appel de ces rues endormies. Tu restes pourtant un instant de plus, contemplant la Tamise, appréciant sa présence, sa force, son rôle essentiel dans l'existence de Londres. Le fleuve est à la fois frontière et voie. Obstacle et opportunité, et le Londres médiéval a appris à vivre avec lui, à bâtir à ses côtés, à l'utiliser tout en respectant sa puissance. Tu t'éloignes maintenant du fleuve, suivant des rues qui montent régulièrement le long de la pente, revenant peu à peu vers le cœur de la ville médiévale. À mesure que tu gagnes de l'altitude, l'air devient légèrement plus sec, moins imprégné par la Tamise, et le caractère des bâtiments autour de toi commence à changer. Tu remarques de plus en plus souvent la présence de la pierre, non plus seulement dans les églises ou les croix de marché, mais aussi dans les murs et les fondations des maisons. La pierre est coûteuse dans le Londres médiéval. Elle exige un savoir-faire spécialisé pour être extraite, taillée et transportée, et sa présence signale la richesse. L'importance ou la volonté de durer. Tu passes devant un bâtiment dont le rez-de-chaussée est entièrement construit en pierre, de grands blocs soigneusement ajustés formant des murs capables de résister au feu et au temps. Au-dessus de cette base de pierre, les étages supérieurs restent en bois et en plâtre, selon la tradition, mais la fondation minérale donne à l'ensemble une impression différente, plus solide, plus durable. Tu tends la main et touches le mur de pierre en passant, sentant sa surface froide et ferme, la rugosité de la matière, les légères irrégularités laissées par les outils du tailleur de pierre il y a des siècles. Cette pierre faisait autrefois partie de la terre enfouie ou affleurant quelques collines lointaines, et l'effort humain l'a amenée ici, l'a transformée en architecture, lui a donné une fonction. La rue que tu suis mène à un bâtiment plus imposant, qui se distingue clairement de ses voisins par son échelle et sa construction. C'est une grande salle de pierre, un édifice public ou peut-être une maison de guilde, un lieu où se tiennent des réunions, où se règlent des affaires importantes, où se gère une part de la vie urbaine. Le bâtiment est plongé dans l'obscurité maintenant,
ses activités suspendues jusqu'au matin, mais même dans la nuit, il impose le respect, ses murs sont en pierre épaisse, percés de fenêtres étroites garnies de verre. Un luxe que peu de constructions peuvent se permettre. Son toit est en ardoise plutôt qu'en chaume, autre signe de qualité et de permanence. Son portail est en retrait, voûté, la pierre sculptée de motifs simples témoignant du soin et du savoir-faire des artisans. Tu t'arrêtes devant ce bâtiment, levant les yeux vers sa façade, appréciant le travail et les ressources nécessaires à sa construction. Des édifices comme celui-ci sont conçus pour durer non pas des années, mais des siècles, pour survivre à leurs bâtisseurs et servir plusieurs générations. Ils incarnent un investissement collectif, la volonté de réunir des moyens pour créer quelque chose de plus grand que ce qu'un individu seul pourrait accomplir. Tu contournes le bâtiment, suivant la rue qui longe son flanc, et tu observes la façon dont il s'inscrit dans l'espace, son rapport aux constructions voisines. L'espace autour de lui est plus généreux qu'ailleurs, permettant d'en apprécier l'architecture, de l'aborder avec une certaine dignité plutôt que de s'y faufiler par des passages étroits. À l'arrière, tu découvres une petite cour, close de murs, privée mais accessible, et tu y entres. La cour est pavée de dalles plates, chacune posée avec soin, et en son centre se trouve une fontaine, un bassin de pierre alimenté par un bec sculpté. Cette fontaine est à la fois utile et décorative, une affirmation de richesse et de goût de la part de ceux qui ont fait bâtir ce lieu. Tu t'approches et écoutes l'eau, ce son familier d'écoulement et d'éclaboussure, et tu remarques comment il emplit la cour, créant une atmosphère sonore distincte du silence des rues alentours. Les murs de la cour sont eux aussi en pierre, assez hauts pour assurer l'intimité, assez solides pour durer indéfiniment. Sur l'un d'eux, tu distingues du lierre qui commence à grimper, ses tiges gagnant un peu de hauteur chaque année, jusqu'à recouvrir un jour toute la surface, adoucissant la pierre. Sous le verre, tu quittes la cour et poursuis ta marche. Les rues te conduisent maintenant dans un secteur de la ville différent de ceux que tu as explorés jusque-là. Les bâtiments y sont plus grands, mieux construits, leurs façades plus régulières, leurs proportions plus réfléchies. C'est un quartier de riches marchands ou de petite noblesse, de personnes disposant des moyens nécessaires pour bâtir des demeures solides. Tu passes devant une maison à façade de pierre, ornée d'éléments décoratifs, et au-dessus de la porte, un blason indique le statut et la lignée de son occupant. Les fenêtres sont plus larges que la norme, équipées de verres coûteux, et même fermées par des volets. Elles suggèrent des pièces plus lumineuses et plus aérées que les logements exigus des quartiers pauvres. Tu remarques que la rue est légèrement plus large, facilitant le passage des chevaux et des charrettes. Et que son entretien est meilleur, les trous comblés, l'écoulement de l'eau mieux maîtrisé. La richesse façonne son propre environnement, modelant la ville selon ses besoins et ses préférences. Un peu plus loin, tu passes devant un autre bâtiment de pierre, manifestement une église, plus grande que les petites chapelles croisées auparavant, une église paroissiale desservant ce quartier. Elle s'élève au-dessus des maisons voisines, sa tour montant vers le ciel, et même dans l'obscurité, tu ressens son élan vertical, son désir de pointer vers le divin. Ses murs sont de pierre massive, conçus pour durer jusqu'à la fin des temps, renforcés par des contreforts soutenant le poids du toit et des parois. Le portail est élaboré, profondément encastré, entouré de sculptures représentant des scènes religieuses invisibles dans la nuit, mais dont tu sais qu'elles sont là. Tu t'approches de la porte et poses la main dessus, sentant le bois ancien, les épaisses planches maintenues par des bandes de fer, frontière entre l'espace sacré et le monde profane. La porte est verrouillée, bien sûr, mais tu perçois la présence de l'intérieur, la hauteur de la nef, les colonnes de pierre, l'autel au fond. Les églises sont les plus vastes espaces intérieurs que la plupart des gens du Moyen Âge connaissent, et leur ampleur crée un sentiment de grandeur et de recueillement. Tu fais le tour de l'église en suivant le chemin qui longe ses murs. Observant même dans l'obscurité les détails architecturaux, les contreforts se détachent à intervalles réguliers, instaurant un rythme de plein et de vide, de masse et d'ombre. Les fenêtres sont hautes et étroites, pointues dans le style gothique, et bien que tu ne vois pas à travers,
Tu sais qu'elles abritent des vitraux colorés qui s'embrassent de lumière le jour. À l'arrière de l'église, tu découvres le cimetière, espace réservé aux morts, marqué par de simples pierres et des croix. Le lieu est calme, paisible, le plus silencieux que tu aies rencontré durant ta marche. Sous la terre reposent des générations de paroissiens, des hommes et des femmes qui ont vécu, travaillé et prié ici avant de retourner à la poussière. Tu avances lentement entre les tombes, sans lire les noms trop effacés ou invisibles, te contentant de reconnaître la présence de ces vies passées. La mort est omniprésente dans le monde médiéval, intégrée à l'existence quotidienne, et ces cimetières rappellent la brièveté de la vie humaine. Ils ne sont pourtant pas effrayants, ils font simplement partie du paysage, du tissu de la communauté. Tu quittes le cimetière et rejoins la rue, remarquant combien la présence de l'église semble ancrer ce quartier, lui donner une identité et une cohérence. Autour d'elle se regroupent d'autres bâtiments importants, formant un ensemble qui paraît structuré et réfléchi. Tu passes devant ce qui ressemble à un monastère ou à une maison religieuse, ses murs hauts et aveugles au niveau de la rue protégeant la vie intérieure de la communauté. Aucun son ne filtre à travers la pierre épaisse, et tu imagines des moines ou des religieuses dormant dans leurs cellules, se levant périodiquement pour prier selon leurs règles. La vie religieuse suit un rythme différent de la vie laïque, scandée par des heures fixes de prière, organisant chaque jour et chaque nuit. La rue te mène encore devant d'autres constructions de pierre, et tu remarques comment ce matériau modifie l'acoustique. Le son se reflète différemment sur la pierre, créant des échos au lieu d'être absorbés. Tes pas résonnent plus fort ici, plus net, chaque mouvement s'annonçant contre les surfaces dures. Tu longes un ancien mur de la ville, vestige des fortifications romaines qui entouraient autrefois Londres, aujourd'hui intégré à la trame médiévale. Ce mur est très ancien, bien plus vieux que tout ce que tu as vu ce soir. Ces pierres posées par des ingénieurs romains il y a près de 1000 ans. Il est épais, bâti pour résister au siège, et même si certaines parties ont disparu, des sections subsistent encore, marquant l'ancienne limite de la cité romaine. Tu poses les deux mains sur le mur, sentant son âge, son érosion, la manière dont le temps a arrondi ses arêtes. Ce mur a vu toute l'histoire de Londres, l'époque romaine, les périodes saxonnes et normandes, jusqu'au Moyen Âge présent. Il a vu la ville dépasser ses frontières, des pouvoirs s'élever et s'effondrer, tout en restant debout tandis que le reste changeait. La permanence de la pierre est à la fois impressionnante et humble, rappelle que les vies humaines sont brèves, mais que les œuvres humaines peuvent durer. Tu poursuis ta marche un moment le long du mur, puis la rue s'en éloigne et te ramène vers des quartiers plus ordinaires. Mais tu gardes avec toi l'impression laissée par la pierre, sa solidité, sa permanence, son poids. Les bâtiments de pierre ne penchent pas comme ceux en bois, ne grincent pas avec les variations de température, ils se tiennent simplement là, immobiles, défiant le temps et les intempéries. Tu marches maintenant dans la partie la plus profonde de la nuit, ces heures où même ceux qui veillent tard ont fini par céder au sommeil, où la ville est aussi silencieuse qu'elle peut l'être. Les rues que tu suis te mènent vers des zones uniquement résidentielles, des quartiers où il n'y a aucun commerce, où aucune taverne ne reste ouverte, où les gens vivent simplement leur vie privée derrière des portes fermées. Les bâtiments sont modestes ici, ni riches ni misérables, seulement des maisons ordinaires abritant des familles ordinaires, des artisans, des ouvriers, des boutiquiers, ceux qui font fonctionner Londres jour après jour. Ce ne sont pas les grandes demeures de pierre que tu as vues plus tôt. Et ce ne sont pas non plus les logements les plus étroits des quartiers les plus pauvres. Ce sont des maisons solides à ossature de bois, bien entretenues, respectables, simples et stables. La rue est étroite, à peine assez large pour qu'une charrette y passe, et les maisons penchent vers l'intérieur à la manière médiévale, leurs étages supérieurs presque en contact au-dessus de l'espace. Marcher dans cette rue, c'est comme avancer dans un tunnel, entouré et protégé de tous côtés par une ville endormie. Chaque porte que tu longes est fermée, et la plupart ne sont pas seulement fermées, elles sont barrées de l'intérieur, sécurisées contre la nuit et ce qu'elles pourraient contenir. Les gens du Moyen Âge savent que l'obscurité peut cacher des voleurs, et pire encore, et ils prennent des précautions.
se verrouillant à l'abri jusqu'au retour du matin. Tu remarques que chaque porte a sa propre personnalité, certaines peintes, d'autres en bois brut, certaines renforcées de fer, chacune reflétant les moyens et les habitudes du foyer qui se trouve derrière. Sur certaines portes, tu vois de petites croix gravées ou peintes, signes de foi et de protection, comme une demande de bénédiction pour la maison et ceux qui y dorment. Sur d'autres, des fers à cheval sont cloués au-dessus du cadre, symbole plus ancien, antérieur au christianisme, une sorte de magie populaire qui persiste à côté de la religion officielle. Ces détails disent quelque chose de la façon dont les croyances se superposent ici, comment on utilise tout ce qui existe pour se protéger, pour protéger les siens. Tu passes devant une porte où une petite offrande a été déposée, peut-être un bol de lait, laissé pour les esprits domestiques ou pour les pauvres, un geste qui porte plusieurs sens à la fois, religieux et social. Les fenêtres que tu dépasses sont toutes fermées par des volets, aucune lumière n'apparaît nulle part, et les volets sont tirés serrés, verrouillés de l'intérieur, gardant dehors le froid et la nuit. En hiver, ces volets restent fermés presque tout le temps, on ne les ouvre que brièvement le jour pour laisser entrer un peu de lumière et d'air. Car le verre coûte cher et la plupart des maisons ne peuvent pas se le permettre. Vivre dans le Londres médiéval, c'est vivre avec l'obscurité, apprendre à fonctionner avec très peu de lumière, se déplacer dans des espaces familiers grâce au toucher et à la mémoire plus que grâce au regard. Tu remarques à quel point la rue est silencieuse, aucun son ne vient de l'intérieur des maisons, pas de voix, pas de mouvement, seulement le calme profond de foyers endormis, par moments, un petit bruit apparaît, un grincement de poutres quand une maison se pose, ou un son si léger qu'il pourrait être quelqu'un qui se tourne dans son sommeil, mais ces bruits sont rares, bref. Et ils ne troublent presque pas le silence, la rue tourne, et tu la suis, allant plus loin dans ce quartier résidentiel, et la ressemblance des maisons commence à créer un rythme, porte après porte, fenêtre après fenêtre, chacune fermée, chacune muette. Tu passes devant une maison où de la fumée monte encore de la cheminée, visible comme une forme plus sombre contre le ciel sombre, signe que quelqu'un entretient un feu pendant la nuit. C'est peut-être une maison où quelqu'un est malade et a besoin de chaleur, ou peut-être un foyer qui garde le feu par confort. Même en dormant, le combustible coûte cher, bois, tourbe ou charbon, et laisser le feu durer toute la nuit est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Tu passes devant une maison où un chat est assis à une fenêtre, visible en silhouette derrière le volet, qui doit laisser passer un mince espace, une fente, assez pour que l'animal puisse regarder la rue. Ses yeux captent un peu de lumière et brillent un instant quand tu passes, puis il se détourne, indifférent, retournant à son propre calme. Les chats sont fréquents dans le Londres médiéval, appréciés parce qu'ils chassent les rats et les souris, et la plupart des foyers en gardent au moins. La rue s'ouvre légèrement sur un petit espace commun, à peine assez large pour être appelé une place, juste un élargissement où plusieurs maisons partagent l'accès à un puits. Le puits se tient au centre, son rebord de pierre poli par d'innombrables mains qui l'ont saisi en tirant l'eau. À côté, un seau en bois repose, laissé pour l'usage de tous, et près de lui une petite louche, des outils simples dont chaque personne du quartier dépend. L'eau est essentielle, et ces puits partagés créent des liens, des endroits où les voisins se rencontrent chaque jour, où les nouvelles circulent, où la communauté se maintient par le contact régulier. Mais maintenant, dans la nuit profonde, le puits n'est pas utilisé, l'espace est vide, en attente du matin, quand les gens sortiront avec seau et récipient. Tu t'approches du puits et tu regardes dedans. Tu ne vois rien que l'obscurité, mais tu entends un léger écho qui te dit que l'eau est loin, très loin sous la surface. Les puits médiévaux sont souvent profonds, creusés dans la terre, l'argile, parfois la roche, un travail lourd qui peut prendre des semaines, parfois des mois, et une fois terminé, un puits sert un quartier pendant des générations, donnant une eau qui soutient la vie, jour après jour, année après année. Tu laisses le puits derrière toi et tu reprends ta marche, choisissant une rue qui s'éloigne de ce petit espace commun et s'enfonce davantage dans le dédale résidentiel. Les maisons deviennent encore plus uniformes,
peut être construite à la même époque. Suivant le même modèle, créant un quartier qui paraît cohérent, installé, comme posé dans le temps, tu passes devant une maison où un petit jardin pousse contre le mur, sans doute des légumes, ou des herbes, une parcelle de terre cultivée pour compléter ce qu'on achète au marché, même en ville, même dans les quartiers les plus serrés. On essaie de garder un lien avec la terre, de faire pousser au moins une part de nourriture. Le jardin dort maintenant, les plantes ont été récoltées ou ont disparu, la terre reste nue et sombre, en attente du printemps. Tu passes devant une maison où des outils sont posés contre le mur, une pelle et une houe, nettoyées, rangées avec soin. Prêtes pour le retour de la saison, ces outils simples, au milieu d'un quartier urbain, te rappellent que la vie médiévale n'est pas séparée comme la vie moderne. Les gens de la ville jardinent, les gens de la campagne commercent, chacun fait ce qu'il faut pour tenir, pour vivre. La rue se resserre encore, devenant à peine assez large pour une personne, et les maisons se rapprochent tellement que leurs murs semblent presque se toucher au-dessus de toi. La sensation est intime, enveloppante, à la fois rassurante et légèrement étouffante, et tu avances lentement, une main glissant le long du mur pour te guider, sentant les textures, le plâtre rugueux, le bois plus lisse. Parfois une tête de clou, l'extrémité d'une poutre. Le passage s'ouvre sur une autre petite cour, complètement fermée, accessible seulement par des passages comme celui que tu viens de traverser. Cette cour est plus sombre que les autres, plus protégée de toute lumière diffuse, et tu t'arrêtes un instant, laissant tes yeux s'adapter à cette obscurité plus dense. Peu à peu, des formes apparaissent, des murs tout autour, quelques portes qui y donnent accès, des fenêtres au-dessus, toutes fermées, toute noire. Au centre, tu distingues à peine la silhouette d'un petit arbre, ses branches nues tendues vers le haut. Cette cour paraît secrète, cachée, un espace privé connu seulement des familles qui vivent autour. Le jour, elle serait pleine d'activités domestiques, des enfants qui jouent, des adultes qui s'occupent de tâches nécessitant un peu d'air, des voisins qui parlent, mais maintenant elle est vide, calme, et elle attend. Tu restes au milieu de la cour, près de l'arbre, et tu fermes les yeux, écoutant le silence. Ici, le silence est presque total, aucun bruit de la ville ne parvient jusque dans cet espace, aucun son ne traverse vraiment les murs, et tu pourrais être n'importe où, à n'importe quel moment, suspendu dans un instant hors du flux ordinaire. Tu rouvres les yeux, tu cherches un autre passage, tu le trouves, et tu le suis, ressortant sur une nouvelle rue résidentielle. Elle ressemble aux autres, bordée de maisons en bois, toutes fermées, toutes sombres, abritant des familles endormies. Tu remarques combien tout se répète, combien chaque rue ressemble à la précédente, et tu comprends qu'il serait facile de se perdre ici, que ces quartiers forment un labyrinthe que seuls les habitants connaissent vraiment. Mais tu ne cherches pas une destination, alors être perdu ne t'inquiète pas, tu avances simplement dans la ville endormie, tu observes, tu es là. Tu marches maintenant sans direction, sans but, suivant des rues qui ne mènent nulle part en particulier, qui continuent simplement, l'une après l'autre, à travers la ville endormie. Les maisons autour de toi ont perdu leur caractère individuel, devenant de simples formes dans l'obscurité, des murs, des toits, des portes closes, répétées à l'infini. Tu ne remarques plus les détails précis, tu ne distingues plus les différences entre une maison et la suivante. Tout est devenu doux, flou, unifié par la nuit et le silence. Tes pas poursuivent leur rythme régulier, mais tu les entends à peine maintenant, le son se fondant dans l'arrière-plan, devenant une partie du calme général. Ta respiration continue, lente et profonde, mais tu n'y penses plus, tu ne la contrôles pas, tu la laisses simplement se produire. Marcher est devenu automatique, ton corps avance sans direction consciente, suivant les rues où qu'elles mènent. Tu tournes à un coin, et une autre rue s'ouvre devant toi, étroite et sombre, bordée de maisons à colombages. Tu t'y engages lentement, sans te presser, sans te soucier d'atteindre une destination. La rue se courbe, et tu suis la courbe, lui faisant confiance pour continuer, pour mener quelque part, même si cet endroit n'a plus d'importance. Le temps est devenu difficile à mesurer,
les heures se mêlent, la nuit s'étire sans fin. Tu pourrais marcher depuis des minutes ou des heures, tu ne sais pas, tu ne te souviens plus quand tu as commencé ni pourquoi, il n'y a que cet instant, ce pas, ce souffle, s'étendant à l'infini vers l'avant et vers l'arrière, les maisons continuent à tes côtés, leurs murs proches, leur présence constante. Tu les ressens plus que tu ne les vois, masse sombre dans l'obscurité environnante, solide et immuable. Par moments, un détail émerge du flou, une porte, un volet fermé, une poutre saillante, puis il disparaît aussitôt, sans retenir ton attention, tu traverses une petite place, un espace ouvert entre les bâtiments, et tu la remarques à peine, continuant simplement tout droit. Suivant la rue qui en sort de l'autre côté, les pavés sous tes pieds te semblent identiques à la terre battue, ta conscience de la surface s'estompe, tu pourrais marcher sur la pierre, sur la terre, ou sur rien du tout, avançant simplement dans l'espace. L'air est froid autour de toi, mais tu le ressens à peine maintenant, la sensation est lointaine, atténuée, ton corps continue de fonctionner, de marcher, de respirer, mais ta conscience des sensations physiques s'est affaiblie, tu es moins présent dans ton corps, plus présent dans l'atmosphère générale de la nuit, la rue continue, et toi aussi, un mouvement lent et régulier qui ne demande ni réflexion ni effort. Tu passes d'autres maisons, leurs portes fermées, leurs fenêtres noires, et elles font simplement partie du paysage désormais, du flux continu de murs et d'ombres, la répétition est complète, tout est identique, tout appartient à la même douceur sombre, tu ne distingues plus une rue d'une autre, un quartier d'un autre. Tout est simplement Londres, simplement la ville endormie, simplement l'obscurité, le silence, et le lent passage du temps, tu tournes encore un coin, et la rue qui s'ouvre devant toi ressemble à toutes les autres, étroite, bordée de bâtiments, se courbant doucement dans la nuit, tu la suis sans question, sans curiosité, simplement parce qu'elle existe et que tu marches. Ton esprit est très calme maintenant, les pensées apparaissent rarement et disparaissent vite, comme des sons lointains à peine perceptibles, tu ne penses pas à l'endroit où tu es, ni à celui où tu vas, tu ne te souviens pas d'où tu viens, tu ne prépares rien pour la suite, tu es simplement là, dans cet instant, marchant dans la nuit. Les maisons à tes côtés se fondent en un mur continu, sans rupture, sans identité propre, l'obscurité est complète maintenant, elle ne montre plus de variation, seulement une douceur uniforme qui entoure tout, tu distingues à peine la rue devant toi, mais tu n'as pas besoin de la voir, tes pieds trouvent le chemin sans l'aide de tes yeux. Marcher est devenu si naturel, si intégré, que cela se produit sans effort, sans sensation d'agir, simplement comme la respiration, comme le battement du cœur, tu traverses un autre espace, peut-être une cour, peut-être seulement un élargissement de la rue, et tu ne t'arrêtes pas, tu n'explores pas, tu continues simplement d'avancer, la nuit tient tout, elle te tient, elle tient la ville, elle tient le silence et l'obscurité dans une étreinte douce et patiente. Rien n'est urgent, rien n'est important, rien ne demande attention ou réponse, tout est simplement là, existant tranquillement, reposant, attendant, tu marches, et la marche continue, pas après pas, souffle après souffle. Un rythme sans commencement ni fin, la rue se courbe, et tu la suis, la courbe est douce et naturelle, te menant plus profondément dans le dédale de maisons et de passages. Mais un dédale suppose la perte, suppose un but, et tu n'es pas perdu, car être perdu implique de se soucier d'une destination, tu es simplement ici, te déplaçant dans l'espace, et chaque lieu est également juste, également valable, les bâtiments autour de toi deviennent moins solides, moins distincts, plus proches d'impressions ou de souvenirs de bâtiments que de structures réelles, tu senses leur présence sans avoir besoin de les voir clairement, ils sont là, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. Élément permanent d'un paysage qui existe hors du temps ordinaire, ta conscience s'élargit maintenant, devient moins concentrée, moins centrée sur toi-même, tu deviens une partie de la nuit elle-même, une part de la présence endormie de la ville, la frontière entre toi et ce qui t'entoure se dissout, devient perméable,
te permettant de te fondre dans l'obscurité et le silence. Tu marches, mais la marche se fait toute seule, sans qu'il y ait quelqu'un qui marche. Il n'y a que le mouvement. La lente progression dans l'espace, la continuité d'un rythme commencé il y a longtemps et qui continuera longtemps encore. La rue s'ouvre sur un autre espace, tu le traverses. Une autre rue apparaît, et tu la suis, le motif se répète, immuable, confortable dans sa répétition, porte après porte, fenêtre après fenêtre, maison après maison, toute fermée, toute sombre, toute au repos. La ville dort autour de toi, et tu fais partie de ce sommeil, comme un rêve qui traverse un esprit endormi, plus rien n'est solide, tout est doux, fluide, relié, la rue fait partie des maisons, les maisons font partie de l'obscurité fait partie du silence, et toi, tu fais partie de tout cela, marchant en toi-même, marchant dans la nuit, marchant dans le Londres médiéval qui marche aussi à travers toi. Le temps a cessé d'avoir un sens. Le présent s'étendant à l'infini dans toutes les directions, il n'y a plus de passé à rappeler, plus de futur à attendre, seulement cet éternel maintenant, cette marche sans fin, cet être continu, tes pas continus, plus doux encore, à peine audible, presque indiscernable du calme général, ta respiration continue, lente, légère, presque imperceptible, ton corps avance toujours, mais tu en es à peine conscient de quoi que ce soit, sinon de cette douceur sombre qui t'entoure. La rue continue, tu continues, la nuit continue, tout ensemble, dans un seul et même flux, les maisons s'effacent encore davantage, devenant des suggestions, des possibilités. Des souvenirs de maisons plutôt que des formes réelles, l'obscurité s'approfondit, devient plus douce, plus accueillante, un espace où rien n'est exigé, où tout est permis, tu marches dans cette douceur, cette lenteur, cette patience infinie, et en marchant, ta conscience devient plus douce aussi, plus diffuse, s'étendant comme le brouillard, comme le souffle, comme le bord flou de l'endormissement. La rue est encore là, ou peut-être pas, peut-être n'a-t-elle jamais existé, peut-être n'est-elle qu'un chemin entre l'éveil et le sommeil, tu la suis, ou peut-être pas, peut-être es-tu simplement là, dans l'obscurité, dans le silence, dans l'étreinte douce de la nuit. Les maisons sont encore autour de toi, ou peut-être pas, peut-être ne sont-elles que des ombres, des impressions, les dernières pensées avant le sommeil. Tu continues d'avancer, ou peut-être es-tu immobile, peut-être que mouvement et repos sont devenus une seule chose. La nuit tient tout dans sa patience infinie, dans son obscurité sans fin, dans sa présence douce et tranquille, et tu te reposes dans cette étreinte, dans cette obscurité, dans cette présence. Marcher et se reposer deviennent une seule chose, être éveillé et être endormi deviennent une seule chose, la ville et toi devenez une seule chose, tout se fond en une seule douceur sombre, et dans cette douceur, il n'y a que la paix, seulement le silence, seulement la dérive lente de la conscience qui se dissout dans la nuit. La rue continue quelque part, ou peut-être pas, la nuit continue, éternelle et immuable, et toi aussi, ou peut-être pas. Peut-être es-tu déjà arrivé, peut-être étais-tu là depuis toujours, dans l'obscurité, dans le silence, dans le repos doux et sans fin du Londres médiéval endormi.